Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. On va maintenant parler de la mémoire collective, un bien commun dont on prend particulièrement soin en Anjou. Les mines de granit et d'ardoise ont eu une importance nationale jusqu'au XXe siècle. Elles étaient depuis abandonnées, mais aujourd'hui, certains passionnés veulent leur donner une seconde vie, une façon de rendre hommage au travail de générations de mineurs. David Bordier, Pascal Marcelin et Nathalie Marielle. Le sous-sol de l'Anjou est un trésor. Il produit de grands vins, recouvre les toits des plus beaux châteaux et habille les plus belles avenues. À Bécon-les-Granites, les héros sont des carriers. Un musée rend hommage à leur travail et à une pierre unique. C'était toute la vie économique de Bécon qui tournait autour du granit. Il y avait énormément de granitiers qui travaillaient, les carriers. Il y avait beaucoup de cafés, beaucoup de commerces. Ce granit bleu, on le retrouve dans des cimetières, sur des monuments, mais pas seulement. Les Béconnais sont très fiers en fait des pavés qui sont sur les Champs-Élysées. Ils avaient ce petit outil pour calibrer. Du coup, en fait, ils posaient pour arriver à avoir les dimensions attendues, qui fait un beau pavé aux formes régulières. Pavés sur les Champs-Élysées qui ont dû aussi un peu voler au moment de 68. Donc vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est très lourd. Autour de Bécon, dans la campagne, en prenant de la hauteur, on aperçoit encore certaines de ces carrières. Elles sont remplies d'eau, elles ne sont plus exploitées depuis le XXe siècle. Des hommes et des femmes font revivre ces puits en les transformant en spots de plongée. Nous avons rendez-vous avec l'un d'eux. Jean-Pierre a quitté la finance pour reprendre ce club, voici quelques années. C'est pas un sanctuaire, mais c'est plutôt un cadeau de la nature, on va dire ça comme ça. Un cadeau de la nature et un cadeau de l'histoire. Et ça fait partie de la culture, on va dire comme ça fait partie de la culture de Bécon et ça fait partie aussi de la culture des plongeurs. Les plongeurs, habituellement, ils aiment bien tout ce qui était épave, comme on peut voir en Méditerranée et autres. Mais ici, en fait, on plonge dans l'histoire. Donc du coup, on va passer voir et on va pouvoir s'éclairer et voir un petit peu le travail un peu de ces mineurs. « 50 mètres de profondeur, les plongeurs descendent le long des parois de granit. La pierre est un terrain de jeu. Plus loin, Jean-Pierre nous montre les stigmates de l'exploitation. Les mineurs, en fait, creusaient dans la roche avec une sorte de barre de fer qui s'appelle le champ de perce. Ils tapaient dessus avec une grosse masse. Et en fait, on mettait de la poudre noire, du sable mouillé, avec une mèche, on allumait ce petit mélange, et ça crée une sorte d'implosion, et du coup, on arrive à décrocher des blocs de roche. Et dans l'eau, on arrive à voir les explosifs, en fait, qui marquent la pierre à jamais. Dans cette cité engloutie, nous découvrons la maison de l'artificier. Il y entreposait sa poudre, ses murs le protégeaient des explosions. Sur la roche, le professionnel a gravé son nom en 1947. L'eau a vraiment figé, c'est-à-dire la carrière a mis à peu près 25 ans pour se remplir, ce qui n'est pas anodin. Et ça a permis, à mon avis, d'arrêter le temps. On imagine qu'il pouvait être quand même pénible de travailler dans le fond d'une carrière comme ça, avec de la poussière et le bruit. Ça devait bien résonner quand même quand la carrière était vide. De nombreux Polonais et Italiens travaillaient ici. En rythme, ils utilisaient une barre de fer connue sous le nom de chant de Perse. Ils étaient alignés et en fait, la cadence entre chaque mineur faisait une sorte de mélodie, voire de chant. Et ils ont appelé cet outil le chant de Perse. Au son du chant de Perse, nous quittons Bécon-les-Granites. Plus à l'ouest de l'Anjou, un autre spot de plongée nous attend. Au milieu des carpes, Nathalie attend ses bébés. Des esturgeons, des mâles, certains ont plus de 20 ans et dépassent les 1,50 m. Seule Nathalie les nourrit. C'est mes bébés.
Donc en fait, c'est vraiment en fait des animaux qui sont extraordinaires. Dès que j'arrive, ils viennent me voir, me faire des bisous sur la bouche, sur la cagoule et tout, c'est extraordinaire, quoi. Moi j'adore, c'est vraiment en fait cette interaction entre le plongeur et le poisson, c'est magique. 8 spécimens, comme celui-ci, ont été introduits par l'homme. D'autres espèces sont arrivées naturellement, peut-être transportées dans les plumes des oiseaux. Des petites méduses d'eau douce. Elles ne sont pas urticantes. Avant d'accueillir des plongeurs, le Rousset était une mine un peu particulière. Un habitant du village nous raconte cette histoire. Je suis arrivé à Rousset en 1974 et ici c'était une prairie. 2 ans après, on a vu arriver une noria de camions, de pelleteuses et on nous a dit que la Cogema allait faire une carrière parce qu'ils avaient trouvé du minerai d'uranium. Les pierres contenant l'uranium sont traitées à une dizaine de kilomètres d'ici. Mais en 1981, le filon se tarit, il est abandonné. Le site devient une vaste piscine. C'est resté pendant des années comme ça et tous les enfants du village, mes enfants, venaient se baigner en cachette parce qu'ils n'avaient pas le droit, puisque c'était quand même 40 mètres de fond, mais ils nageaient bien. L'eau de l'ancienne mine est contrôlée. Sa radioactivité serait sans danger. Des milliers de plongeurs explorent ces fonds. Plusieurs épaves ont été immergées, comme cet ancien avion de chasse. Arrive en bas, tu te stabilises comme on avait prévu. C'est Thierry, le mari de Nathalie, qui va nous conduire sur ces épaves. Ce moniteur de plongée encadre une de ses élèves. Au bout de quelques minutes, une aile, et puis le Fouga Magister se dévoile en entier dans son ciel vert. Quand on va plus vers le fond, donc la lumière commence à partir un petit peu, donc ça fait une ambiance. Moi, je trouve que ça fait une ambiance zen en fait, parce qu'on est calme, on est bien. Bien également, au-dessus de ce bateau, reposant à 38 mètres de fond. Voici 13 ans, Nathalie et Thierry reprenaient ce club de plongée. L'ancien soudeur et l'ancienne esthéticienne ont un nouveau projet. Une partie haute pour pouvoir échapper la barre qui va être là. On est à bord du bateau qu'on construit avec Nathalie. Une construction qui a démarré il y a 4 ans, en prévision d'un tour du monde dans quelques années, quoi. Une nouvelle vie? Une 3e vie. Le couple cherche un nom à son dernier bébé. Sous l'eau, mais aussi sous terre, l'Anjou est une terre de schiste. Bonjour Guy. Bonjour monsieur. Une roche, un millefeuille, qu'un ancien mineur de la région va nous faire découvrir. Je descends comme si c'était chez moi. Et dit je retrouve mon ancien métier que j'ai fait. 126 mètres sous terre. Pour des raisons de sécurité, reliés par radio à la surface, la directrice et son adjoint nous accompagnent. 4 km. 4 km de galerie, et il y a combien de chambres? 24. Les ardoisières de Saint-Blaise sont exploitées de 1916 à 1936. Pour éviter que les nappes souterraines noient les galeries, des pompes fonctionnent en permanence. On est obligé de se baisser, Guy. Ben oui, vous voyez, parce que les hommes n'étaient pas si grands que nous aujourd'hui. Bon, ben, ils minaient à leur hauteur. Du moment que c'était bon que la charge et puis l'âne passe et puis l'homme, ça devait être bon pour eux. Ça faisait toujours le moins de remblais à enlever. Racontez-nous une journée type. On descendait à 7 heures, on remontait pour 15 heures. Bon, ben, il y avait les toilettes au fond, hein. C'était des toilettes secs. Hein. On ne remontait pas? Ah bah non, non, non. Pour manger? Manger, on mangeait sur le rebord à l'entrée des chambres. Au tout début, quand j'ai commencé, c'était à l'entrée des chambres.
Pour voir les blocs d'ardoise, il faut se rendre dans une des chambres d'extraction. Ça, c'est du bloc d'ardoise. C'était refendu, et puis, c'est-à-dire c'était débité dans une certaine longueur et largeur pour pouvoir remonter. Guy, vous retrouvez vos gestes là? Ah bah oui. Puis l'ancien mineur de 78 ans nous conduit dans une immense chambre. Moi, je retire le chapeau aux anciens. Une cathédrale d'ardoise de 1500 mètres carrés. Au plafond, suspendu à 60 mètres, les ponts sur lesquels travaillaient les mineurs n'ont pas bougé. Depuis le Moyen-Âge, le schiste est façonné à Trélazé, une roche noire que connaît bien Jean-Christophe, un des derniers fondeurs d'ardoise. Cette plaque-là doit peser, je ne sais pas, peut-être 50 kilos à peu près. Donc on les fait marcher. On appelle ça faire marcher la pierre. Mon travail, moi, c'est de transformer le schiste en ardoise de couverture. Avec ses ciseaux, hérités de son maître, l'artisan divise la roche. En fait, dans ce métier-là, c'est la pierre qui commande. Le bonhomme, il fait comme il peut, il fait le mieux possible, mais c'est elle qui commande. C'est elle le patron. Grâce à de vieux stocks, ces ardoises sont encore utilisées pour des monuments, comme le château de Versailles. Confrontés à la concurrence espagnole, les carrières de Trélazé ont été arrêtées en 2014. Les vieux fonds à l'abandon se sont remplis d'eau. Sébastien a appris la plongée ici quand il avait 13 ans. Entre le froid, la visie qui n'est pas toujours au rendez-vous, le noir qui vient très vite. C'est vrai que ça fait des plongeurs exigeants, mais des bons plongeurs au final. Aujourd'hui, toutes les carrières sont à l'arrêt, donc ça permet de faire revivre effectivement le fond et d'y prendre plaisir. Loin des eaux salées, les carrières d'Anjou attirent des curieux du monde entier pour une plongée unique dans l'histoire.